Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être là pour ce début de cycle consacré au western. Pour moi, c'est la deuxième saison que je vais présenter après la saison de Palma. Je reconnais des visages parmi vous, donc je suis content de vous retrouver et j'espère que cette sélection vous plaira autant que l'année dernière. Et juste dire par rapport à ça, effectivement, que pourquoi le western, pourquoi pas, mais c'est un petit peu comme De Palma. Voilà, c'était quand même l'idée, si vous voulez, de faire une proposition qui vienne non pas de ressorties de films liés à un agenda médiatique, etc., mais plus d'une envie de cinéphile, d'une envie qui est née au gré des visionnages. Comme je suis certain que vous voyez beaucoup de films, moi aussi, et donc à un moment donné, j'ai vu un certain nombre de westerns qui m'ont donné envie d'en parler et d'en proposer. Alors évidemment, cette saison, donc vous avez dû voir le programme, il y aura 10 films, 10 séances. L'idée, c'était pas du tout d'essayer de proposer un panorama représentatif du western. Ce serait pas possible de toute façon en 10 séances. Et par ailleurs, je précise que je suis pas un spécialiste du western. Il y a des gens qui sont spécialistes, qui en savent 10 fois plus que moi. Donc je ne sais pas s'il y en a dans la salle, ils me corrigeront si je dis des bêtises. L'idée c'était, je me suis dit, plutôt de prendre certes quelques classiques, comme les premiers qu'on va voir, mais aussi peut-être de montrer des films qui sortent un peu des sentiers battus ou des clichés du western. Et puis qui ont peut-être pas été beaucoup vus ou qui ont été un petit peu sous-estimés. Je pense notamment à celui que je vais vous proposer en janvier, qui s'appelle donc Juge et hors-la-loi de John Huston avec Paul Newman, qui est un film du Nouvel Hollywood, un western de comédie, en fait, de satire, qui est vraiment génial et qui est, à mon sens, à peu près ignoré. Et puis il y aura du western italien, bien sûr, mais pas de Sergio Leone, parce que je me suis dit que c'était trop connu. Et donc on va voir un western Zapata avec El Chuncho. C'est très particulier, donc j'espère que vous viendrez. Et on aura un deuxième western italien avec Keoma, qui je suis assez fier de pouvoir vous montrer, puisqu'il est très difficile à obtenir pour montrer en salle au niveau des droits. Et c'est un petit peu le chant du cygne du western italien. Keoma, c'est un objet vraiment très impressionnant. Bref, en tout cas, l'idée, donc, c'est de commencer avec un grand classique, avec ce film de John Ford. Et en première partie, je me suis dit, je vais quand même vous montrer ce petit court-métrage que j'avais annoncé dans le programme, donc, qui est donc The Great Train Robbery, qui est donc le vol du Grand Rapide. Là, je vous ai trouvé une affiche qui date en fait de 1939, si je ne me trompe pas, parce que il est montré en première partie de Roaring Twenties, qui est un film de Raoul Walsh de cette époque. Et donc c'est marqué, c'est un film qui a été produit en 1903. Et je trouvais ça intéressant de montrer ça. C'est un film qui fait 10 minutes, qui est souvent considéré comme le premier western, entre guillemets, parce qu'il y en a eu avant. Mais vous allez voir, il est très impressionnant par sa modernité par rapport à l'année à laquelle il a été produit. Vous vous souvenez que le cinéma, évidemment, a été inventé par les Frères Lumière en 1895. En tout cas, le cinématographe, c'est-à-dire ce qu'on vit là, c'est-à-dire la projection sur un écran avec des gens dans une salle. Mais je ne sais pas si c'est marqué là, c'est produit, non, c'est pas marqué, mais le film était produit par Edison, la compagnie Edison, et c'est Edison qui a inventé en fait non pas le cinématographe, mais le kinétoscope, si je ne me trompe pas, quelques années avant les Frères Lumière, donc dès 1891, aux États-Unis, ils commencent à faire des films, sauf que c'est pas dans des salles de cinéma, on les regarde dans des espèces d'énormes boîtiers. C'est un peu dire en plaisantant que c'est les iPads de l'époque, mais c'était individuel. Les gens devaient regarder à travers des petits lorgnons pour voir leur film. Mais c'était un vrai film sur pellicule. Et vous pouvez les voir sur YouTube. Vous tapez Edison, film 1991, 92, 93, et vous pourrez voir un petit peu ce qu'est le type de films qui ont été faits. Bon, en tout cas. Ce qui m'amène à dire que l'intérêt aussi de vous montrer ce film, c'est de dire qu'en 1903, finalement, toute l'époque dont parle le western n'est pas tout à fait terminée. C'est-à-dire qu'en général, le western, alors c'est très vaste, c'est très complexe, c'est très difficile à définir. Certes, il y a beaucoup de clichés, mais quand même. Mais grosso modo, ça parle quand même plutôt de la conquête de l'Ouest.
et qui est une période relativement courte par rapport à l'histoire des États-Unis. Conquête de l'Ouest, c'est je sais pas, une trentaine d'années, quoi, tout casser. En 1890, on annonce c'est la fin de la frontière géographique. Et donc, si vous voulez, le cinéma arrive un petit peu comme un relais pour, si vous voulez, raconter quasiment en temps réel, puis en reprenant dans la continuité, le récit de ce qui vient de se passer, de ce qui vient de disparaître, mais ce qui est quand même en train aussi encore un peu de se passer et encore en train de disparaître, y compris en 1903. Ce que ce film raconte, l'attaque d'un train, donc comme l'indique le titre, mais en fait il parle de l'attaque d'un train de la Union Pacific par Butch Cassidy en 1900, donc 3 ans avant. Donc c'est quasiment de l'actualité, quoi. Vous voyez, c'est Butch Cassidy, figure légendaire, etc. Et immédiatement, tac, il y a ce film qui vient raconter ça. Donc c'est pour commencer en fait à amorcer un peu la réflexion qui est très connue, que évidemment le western n'a cessé en fait d'écrire et de réécrire et de faire de la révision sur l'histoire de la conquête de l'Ouest et par extension de la construction des États-Unis en fait. Donc ça, bon, on reviendra dessus, c'est quelque chose de connu, mais qui reste de toute façon extrêmement passionnant, puisque sur cette période qui est, je vous disais, très courte, une trentaine d'années, et bien finalement il y a eu une espèce de transformation rapide, radicale, entre une nature qui était vierge, occupée par des natifs qui étaient les Indiens, bien sûr, avec leur culture, qui a vu l'arrivée des premiers pilgrims, avec les trappeurs, etc. Et puis les premières implantations, premières villes, l'instauration de la loi dans les villes, la construction de constitution de communautés, des États, etc. Mais tout ça, en fait, s'est fait d'une manière tellement rapide qu'on s'est retrouvé avec des sortes de superpositions temporelles, si vous voulez, ou des civilisations qui se côtoient ou qui se chevauchent. Enfin, ça donne vraiment quelque chose d'extrêmement riche, quoi. En tout cas, pour revenir à ce film donc de Great Train Robbery, alors, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, avant de vous le montrer, parce que je ne reviendrai pas dessus juste après. Oui, alors, en 1903, enfin, vous avez à peu près en tête les films qui se faisaient dans le cinéma des premiers temps. Vous avez les films de Méliès, les films de Lumière. Enfin, globalement, c'est un cinéma qui est encore très influencé par l'héritage du théâtre. C'est-à-dire que c'est une manière de filmer qui est très statique. En général, on prend des acteurs, on les met sur ce qui ressemble à une scène de théâtre, et puis on cadre serré, et puis ça fait, on fait un sketch, quoi. Mais les frères Lumière font un peu plus de vues documentaires, des choses comme ça. Mais ce qui est fascinant avec ce film, c'est qu'il raconte une histoire sur 10 minutes, qui est pleine d'action, mais de façon extrêmement réaliste. Et en déployant, vous allez voir, il a recours à un langage cinématographique qui est déjà très évolué. Enfin, c'est surprenant quand on le replace dans le contexte. Vous allez voir qu'il y a des courses-poursuites, donc il y a du montage alterné, c'est-à-dire qu'on est tantôt sur le poursuivi, on a des mouvements de caméra, des changements d'axe de caméra, c'est-à-dire de point de vue dans une scène, des choses qui étaient qui avaient été faites un petit peu avant, mais rarement en fait à ce point-là dans un film palpitant de 10 minutes. Et dans lequel il y a même, vous allez voir, un regard caméra, puisque vous avez un plan qui ouvre ou qui termine le film, d'ailleurs ça dépend des versions, sur un cow-boy qui tire sur la caméra, donc sur les spectateurs, qui est très... Bon, c'est une image qui est assez connue, mais qui est assez amusante et qui renvoie un petit peu au côté, je dirais, un petit peu attraction foraine du cinéma. Donc voilà, c'est un film quand même qui techniquement même a beaucoup d'effets spéciaux, qui a aussi de la couleur. Vous allez voir, la copie que vous allez voir est une copie restaurée par FPA Classique, anciennement Lobster, et qui donc a récupéré une copie où il y a vous allez voir des endroits qui sont coloriés au pochoir, y compris les coups de feu par exemple. Enfin, il y a des choses très très belles. Donc voilà, je vais lancer le film, donc ça dure 10 minutes, et puis on se retrouve après pour le plat principal, j'ai envie de dire, qui est le film de John Ford. Voilà. Eh bien, bonne projection.
Voilà, donc c'est surprenant quand même. Non, pas grand-chose d'autre à ajouter. Donc il y a quand même cette idée, voilà, toujours que finalement l'industrie du spectacle recycle immédiatement l'histoire, justement, et fabrique de la mythologie aussi. Mais bon, il faut quand même savoir que même avant le cinéma et pendant la conquête même de l'Ouest, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais le fameux Buffalo Bill en fait avait construit une espèce d'énorme cirque en fait de représentation de scènes de la conquête de l'Ouest, et ça a commencé, je crois, dès 1870 en fait. Donc il a tout de suite trouvé le business, voilà, le show business, enfin, justement l'intelligence d'investir dans le show business pour tout de suite recycler en fait sa propre légende déjà. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez voir le film de Robert Altman qui parle de ça, qui est très drôle, qui a été réalisé en 1976 avec Paul Newman, qui est très très chouette. Alors là, on va faire un petit bond dans le temps, plus d'une quarantaine d'années, pour voir donc My Darling Clementine. Alors, je vais souvent utiliser plutôt quand même les titres anglais, parce que les traductions en général françaises sont un peu fantaisistes, et celle-là, c'est La Poursuite infernale. Et souvent, ça n'a pas grand-chose à voir avec le vrai sujet du film. Si vous vous souvenez de Stagecoach, c'était La Chevauchée fantastique. Enfin voilà, She Wore a Yellow Ribbon, c'était La Charge héroïque. Enfin, des trucs. Il faut toujours que ça soit héroïque, fantastique et que ça court, quoi. Donc, ça correspond pas forcément, voilà, à l'identité du film. Donc, My Darling Clementine. Et puis une autre raison, en fait, c'est que, évidemment, c'est le nom d'un des personnages, mais ça renvoie en fait à une chanson traditionnelle de l'Ouest que vous allez entendre dans le film, et qui, bon, dans cette chanson, vous allez voir, il y a un narrateur qui raconte l'histoire d'un chercheur d'or et de sa fille qui a 9 ans, et sa fille tombe dans un étang, elle meurt, etc. Donc la chanson pleure la mort de Clémentine. Mais c'est important aussi pour souligner déjà que le western est un genre beaucoup plus musical enfin, qu'on le pense. Enfin, en tout cas, on pense rarement à la dimension musicale du western, alors qu'il l'est beaucoup. C'est-à-dire que vous avez, chez John Ford, vous aurez toujours beaucoup de musique, et notamment de la musique traditionnelle, donc de l'Ouest. Et puis, bon, vous avez de toute façon, dans les années 30, enfin, une tradition des cow-boys chantants, etc. Donc, c'est pas exactement la comédie musicale, mais il y a beaucoup de musique. Donc, en tout cas, on reparlera de ça peut-être après le film, parce que comment dire, cette dimension musicale, en fait, cette reprise de la musique, d'une musique traditionnelle par John Ford, est hyper importante. Alors, est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà vu, le film, ici? Quelques-uns, ouais. Alors, bon, en tout cas, je ne sais pas si vous l'avez vu en salle, mais en tout cas, là, on a la chance d'avoir une copie 4K restaurée qui est très très belle. C'est déjà ça. Et je vais quand même, du coup, prendre 5 minutes juste pour dire quelques mots sur John Ford. Je n'aurais pas la prétention de présenter John Ford qui a fait 140 films en 5 minutes, mais juste quand même pour dire que, voilà, vous avez sans doute vu des films de John Ford, j'imagine, peut-être pas celui-là. Mais donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui est considéré comme peut-être le plus grand cinéaste américain, en tout cas le plus important. On l'a appelé la Bible du cinéma américain. Voilà, peut-être qu'on peut aussi ranger dans cette catégorie Frank Capra, qui c'est l'objet d'un autre cycle cette année, mais aussi parce que voilà, il y a une certaine manière de représenter l'Amérique qui est très importante, et qui est très profondément liée à ce qu'est l'Amérique, ou en tout cas comme elle se voit ou comme elle se rêve. Et donc John Ford, lui, alors je vous dis, il a fait 140 films, dont une grande partie pendant le muet a été perdue. C'est un fils d'immigrés irlandais, donc voilà, l'aspect irlandais est important en fait dans sa vie, dans ses films. Il vit sur la côte est, et donc c'est son frère en fait qui part à Hollywood, lui le rejoint, et il va monter un petit peu les échelons dans l'industrie cinématographique. Il va commencer comme cascadeur, etc. Et bon, bref, il commence à faire des films, et il fait beaucoup de westerns dans les années 20 déjà. Il y en a un qui est assez important, c'est Le Cheval de Fer en 24, qui raconte la jonction à Promontory Point, comment dire, du premier chemin de fer qui relie l'Est et l'Ouest. C'est une fresque historique voilà, assez impressionnante.
Et donc déjà en 24, il était capable voilà, de réaliser des films de cette ampleur. Dans les années 30, il va plutôt délaisser le western. Il va quand même avoir une certaine reconnaissance, par exemple avec le Mouchard, que vous connaissez peut-être, qui date de 35, si ma mémoire est bonne, qui a eu un Oscar. Mais j'ai envie de dire, l'année vraiment où Ford devient très très grand, ça va être 1939, avec Stagecoach, donc ce fameux western avec John Wayne, en français chez Fantastique. Et puis c'est l'année aussi, il va réaliser Vers sa destinée, Young Mr. Lincoln, qui est très important parce que, on l'avait passé il y a quelques années avec Jean-Baptiste Torret, donc je vous invite peut-être à réécouter les podcasts ou revoir le film. C'est passionnant parce que dans ce film Vers sa destinée, ça parle de la jeunesse de Lincoln, donc évidemment le président américain qui a exercé pendant la guerre de sécession, qui a aboli l'esclavage, etc. Il est incarné par Henry Fonda déjà, et on a ici vraiment une incarnation du héros fordien par excellence. Et Lincoln, c'était vraiment une figure hyper importante pour Ford, en fait, c'était presque Dieu, quoi. Donc en tout cas, c'est sans doute deux chefs-d'œuvre cette année-là. Il va enchaîner comme avec d'autres très très grands films que moi j'aime énormément, qui sont Les raisins de la colère et Quelle était verte ma vallée au début des années 40. Et puis ensuite il va partir pendant la guerre, il va participer à la Deuxième Guerre mondiale, faire des documentaires, il va participer à la bataille de Midway. Je crois que c'est là qu'il va perdre un œil, parce qu'après il a un cache sur l'œil, un bandeau. Et puis bon, voilà, tout ça pour dire que quand il rentre de la guerre, son premier film, donc c'est My Darling Clementine en 1946. Et si vous voulez, à ce moment-là, Ford, en fait, on sent qu'il a envie, d'une certaine manière, de porter dans ses films un petit peu l'idéologie qui a été celle qui a, porter les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, en fait, c'est-à-dire cet idéalisme justement de défendre la liberté sous toutes ses formes, la démocratie, l'idéal américain, quoi, en fait. Et Ford va commencer en fait à faire des films qui vont traiter de ça. Et à commencer par My Darling Clementine, et puis après la fameuse trilogie de la cavalerie qui va suivre, qui sera donc Fort Apache, She Wore a Yellow Ribbon et Rio Grande. Alors, ce film-là reste plus encore, enfin d'une certaine manière assez classique par rapport à la trilogie qui va suivre, mais on voit le style que développe Ford en fait à ce moment-là, qui va être le sien par la suite, qui prend forme. Ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que il y a vous allez voir c'est un film qui a été tourné en noir et blanc, alors que le producteur Zanuck voulait que ça soit en couleur, mais qui emprunte, en fait, si vous voulez, de quelque chose d'assez sombre, qui emprunte d'une certaine forme d'expressionnisme, et on sent une influence en fait du film noir, qui est un genre quand même qui est né pendant la guerre et qui exprimait une certaine angoisse liée à cette époque, qui infuse un peu le film. Voilà ce que je voulais vous dire avant de commencer la projection. Bien sûr, oui, pour la dimension légendaire, mythologique, c'est l'histoire donc du règlement de compte à hockey choral, qui a été déjà adapté 2 fois avant, qui le sera encore après, qui est devenu quand même un des grands classiques du genre, et donc l'histoire du shérif Wyatt Earp et de Doc Holliday. Oui, donc, et je vais juste terminer sur le fait que c'est donc on retrouve Henry Fonda qui a joué aussi dans Les raisins de la colère, donc qui est à ce moment-là quand même le personnage fordien le plus important. Par la suite, c'est plutôt John Wayne qui va prendre la relève. Et Fonda a quand même un acteur assez extraordinaire, assez singulier, de par son allure, son physique, sa démarche, sa façon de parler. On en reparlera, mais c'est ça qui joue un rôle très important, je pense, dans la réussite de ce film, la réussite du personnage. Et il charrie avec lui, si vous voulez, les personnages qu'il a incarnés précédemment chez Ford. C'est pour ça que je vous ai cité quand même
que j'ai insisté sur Lincoln et que j'ai insisté et un peu aussi sur les raisins de la colère, parce qu'il y a surtout Lincoln, voilà, il y a quand même quelque chose. Et puis vous allez voir Victor Mature qui joue Doc Holliday. Vous avez peut-être vu dans pas mal de péplums ou des films noirs, et Walter Brennan aussi qui joue le père Clanton, donc l'ennemi dans le film, qui est un acteur qui a quasiment toujours fait des seconds rôles, et qui est vraiment extraordinaire, vous savez, qui a cette voix un peu chevrotante qui fait toujours un peu plus vieux que ce qu'il est en réalité, et il est vraiment parfait. Et je pense, si vous avez vu Rio Bravo, je pense que tout le monde a dû voir Rio Bravo, ouais, c'est lui qui joue le petit vieux qui garde la prison avec John Wayne, qui est tout le temps en train de râler, etc. Et enfin bon, il a quand même marqué beaucoup de spectateurs, mais il était dans de nombreux westerns, et il fait partie de cette troupe aussi d'acteurs en fait qui revenaient constamment chez John Ford, parce que c'est quelqu'un, voilà, qui savait construire autour de lui une communauté, et sur le tournage. Et puis c'était évidemment aussi finalement le sujet de ses films, donc ça on en reparlera après. Voilà, je crois que j'ai trop parlé déjà. On va envoyer le film, voilà, bonne projection, puis on se retrouve après. En fait, je vous disais que John Ford avait commencé à tourner au temps du muet, et ce qui est intéressant, c'est qu'il a rencontré le véritable Wyatt Earp, quoi, qui était venu voir ses copains à Hollywood, parce que les cow-boys se recyclaient pour certains dans le cinéma, et donc John Ford racontait qu'il avait eu une discussion avec Wyatt Earp, qui lui avait raconté comment ça s'était vraiment passé à Hockey Choral. Et il disait, voilà, on l'a adapté tel que ça s'est vraiment passé, parce qu'il me l'a dit. Et c'était une vraie opération militaire, enfin un truc millimétré et tout. Donc ça, c'est la légende, quoi. Après, déjà la date, en fait, c'est 82 dans le film, mais en réalité c'est 81. Et voilà. Après, on reviendra peut-être, si on a le temps, sur ce qui s'est réellement passé, puisqu'il y a quand même depuis des historiens qui ont travaillé dessus. Et le fameux Wyatt Earp, bon, sur la fin de sa vie, il a raconté pas mal de choses. Il a fait publier une biographie par un écrivain qui a servi de base justement aux premières adaptations de ce règlement de compte. Bon. En tout cas, pour ce qui est du tournage, oui, vous avez remarqué que c'était tourné donc dans des camps naturels, et dans ce qui est devenu en fait j'ai envie de dire le précaré de John Ford, c'est Monument Valley, en fait, c'est ce magnifique paysage désertique avec les formations rocheuses que vous avez vues, et qu'il a utilisé ensuite de nombreuses fois dans ses films suivants, la trilogie de la cavalerie, et puis d'autres westerns. La prisonnière du désert, que je repasserai bientôt d'ailleurs ici, et puis d'autres. Donc c'est devenu un espace typiquement fordien. Je ne suis pas sûr que d'autres cinéastes d'ailleurs s'y soient aventurés. Ce qui est amusant, c'est que ce n'est pas un endroit qu'il a trouvé lui-même. En fait, c'est un monsieur qui habitait sur place, qui avait un hôtel, et qui s'est dit, tiens, comment attirer les gens, booster un peu l'économie locale. En fait, il a fait des photos du paysage, et puis il les a emmenés à Hollywood en se disant ça va peut-être intéresser des cinéastes. Et les photos ont fini par atterrir sur le bureau de John Ford, qui a été saisi immédiatement, et qui s'est rendu sur place. Donc c'est une espèce d'opération de promotion, quoi, au départ. Je trouve ça assez amusant. On reviendra sur le fait que c'est un espace voilà, je l'ai typiquement fordien, et aussi qui correspond pas du tout à la réalité historique de Tombstone. Pardon, ça, on viendra dessus un peu plus tard. Juste, je vous disais, oui, que pour ce qui est du tournage, alors John Ford, c'était comme tous les cinéastes de l'époque, il était sous contrat avec le studio, la Fox, donc le producteur c'était Zanuck, et donc il n'avait pas ce qu'on appelle le final cut, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas décider du montage final de ses films. Il pouvait juste tourner, donner les rushs, et puis bon, après c'était pris dans le processus de production, et le producteur décidait à la fin de la forme finale du film, quoi. Et d'ailleurs Zanuck était quand même quelqu'un de plutôt réputé, de goût, etc., qui savait très bien ce qu'il faisait, ils avaient travaillé ensemble, mais là-dessus il y a eu quand même des différences artistiques, des divergences artistiques, et il faut savoir que la version que vous voyez est ce qu'on appelle la version Zanuck, dans laquelle il y a eu des petites modifications.
notamment des déplacements, un petit peu de la musique, ou rien de trop gênant. Mais il y a eu voilà, deux moments qui ont été ajoutés. Le premier, lorsque Wyatt Earp se retrouve dans la pierre tombale de son frère, le premier qui est assassiné, Zanuck a retourné un plan plus serré. Je ne sais pas si vous avez en tête, ça se voit pas tant que ça en fait dans cette version, mais un plan voilà, plus serré que Ford n'avait pas fait, qu'il a retourné en studio, parce que le film est entièrement tourné sur place, hein, les décors ont été construits, etc. sur place. Mais bon voilà, Zanuck a retourné ça. Et à la fin, c'est à peu près imperceptible évidemment, mais quand Wyatt Earp dit au revoir à Clementine, John Ford, qui était quand même quelqu'un d'extrêmement pudique, avait dit bah écoute, tu lui dis au revoir, tu lui serres la main et tu t'en vas quoi. Et Zanuck, il a dû dire c'est pas possible, il faut une fin hollywoodienne, il faut qu'ils s'embrassent, il y a un truc et tout quoi. Donc en fait il a fait retourner contre l'avis sans demander l'avis à Ford, il a fait retourner en studio en fait un ajout où il embrasse Clementine sur la joue en fait. Et c'est ajouté parce que juste après vous voyez Wyatt Earp serrer la main de Clementine, donc c'est vraiment inséré en plus quoi. Donc c'est assez amusant je trouve, et ça je trouve pas que ça abîme le film en fait, mais c'est intéressant je trouve de le savoir. Et donc là il existe une version qu'on appelle preview de la version de Ford qui fait je crois 10 minutes de plus, et qui doit exister sur des coffrets DVD, des choses comme ça quoi. Enfin, si ça vous intéresse, voilà. Mais voilà. Ce que je voudrais aborder, bon, on pourra sans doute pas tout dire ce soir, et puis aussi j'aimerais bien vous entendre. C'est sur la. Alors il y a quelques sujets importants en fait pour parler de Ford en général et de ce film en particulier. Moi, je partirais, oui, voilà, de Monument Valley, en fait, et puis de cette fameuse pierre tombale, justement, dans laquelle s'agenouille Wyatt Earp, parce que c'est quand même une scène récurrente chez John Ford, de voir un personnage se recueillir devant une tombe d'un disparu, d'un frère assassiné, mais c'est souvent, en fait, la femme défunte, comme dans She Wore a Yellow Ribbon, plus tard. Mais déjà dans Young Mr. Lincoln, hein, que incarnait Henry Fonda, il y avait une scène très très belle au début où il était devant la tombe de sa femme décédée. Et donc il y a chez Ford quand même ces moments de lien très très forts avec les gens qui sont disparus et avec lesquels on dialogue, quoi. C'est déjà quelque chose d'hyper important et qui place déjà, si vous voulez, le récit non pas sous des auspices morbides ou autres, mais plutôt justement dans une idée en fait de lien à quelque chose d'éternel, quoi. Et de là en fait, si vous voulez, quand vous voyez le plan sur la pierre tombale d'ailleurs dans le film, vous avez directement derrière le décor donc de Monument Valley avec ces espèces d'immenses stèles rocheuses, je sais pas comment on appelle ça, enfin je sais pas, ces trucs minéraux comme ça qui se dressent en fait à l'horizon. Et en fait, il y a quelque chose d'assez saisissant dans ce paysage qui est complètement désertique, mais qui fait penser, je trouve, et je pense que c'est dit dans cette image avec la pierre tombale au premier plan, on a l'impression de voir des stèles funéraires en fait. Enfin, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, mais encore une fois, qui n'est pas à prendre, je pense, dans un sens morbide, mais plutôt justement qui va tirer en fait le paysage et donc le film vers une sorte d'abstraction et lui procurer justement cette espèce d'ambiance qui le sort un peu de la temporalité historique. Parce que quand on regarde le film, en fait, on le regarde bien sûr au présent. Enfin, c'est une histoire qui se déroule sous nos yeux, c'est assez captivant, on y reviendra, mais Ford est extrêmement doué en fait, pour nous intéresser à des petites histoires comme ça, de relations humaines, émouvantes, drôles, etc. Mais il y a quelque chose en fait, qui dépasse tout ça et qui l'englobe et qui donne déjà en fait, une dimension mythologique en fait, au récit, qui est évidemment propre au western en général, mais chez John Ford ça prend une forme particulière, je pense. Et Monument Valley est vraiment là pour, si vous voulez, voilà, on a vraiment ce sentiment en fait qu'on décolle en fait, voilà, la temporalité voilà, du présent et qu'on passe dans une forme d'éternité, que les choses existent en fait de toute éternité.
Ouais, je pense que c'est quelque chose de très très important à comment dire à saisir par rapport au film de Ford, et ça deviendra de plus en plus évident dans les films suivants. Là, on sent qu'il, entre guillemets, il pose les bases, et on n'est pas aussi souvent dans le désert que dans les films suivants, puisque dans les films suivants, on sera des films qui se passent dans le milieu de l'armée, donc avec la cavalerie qui n'arrête pas de circuler dans le désert, etc. Là, on est quand même dans la ville de Tombstone. Alors, par rapport à ça, oui, ce qu'il faudrait ajouter tout de suite, c'est que il y a cette dimension en fait sacrée, quoi, qui s'ajoute au film, mais qu'on conserve un petit peu comme décor, comme arrière-plan, et qui se superpose justement, ce que je vous disais, au présent du récit, et ça se répercute en fait dans les personnages. Alors, avant d'arriver aux personnages, peut-être, rappeler que de la même manière, dans ce film-là, on commence aussi avoir une manière de filmer chez Ford en fait qui est typique par rapport aux personnages, c'est de les filmer souvent quand ils sont à cheval ou debout, en tout cas surtout dans le désert, à l'extérieur, en contre-plongée. Vous avez vraiment cette image récurrente de l'homme en fait pris en contre-plongée, c'est-à-dire où on voit à peine l'horizon ou pas du tout, et on voit le ciel. Et ce que je veux dire, c'est que cette manière de filmer, ça prolonge d'une certaine manière, où ça reprend le motif des stèles en fait, c'est-à-dire que vous avez une imagerie en fait qui circule de minéralité, de quelque chose qui est à la fois extrêmement humain et en même temps qui donne cette idée en fait de forme de statut, si vous voulez, pour les personnages. Et c'est ça qui est très difficile à expliquer chez Ford, et qui est quasiment magique, je sais pas comment dire, c'est de à la fois en fait arriver à maintenir en fait cette dimension totalement mythologique de l'histoire des personnages, dont on a l'impression quand même qu'ils font partie de la légende américaine, et en même temps de nous faire participer à une histoire qui est totalement prenante au présent, et on a l'impression que ça arrive comme pour la première fois, si vous voulez, c'est très vivant, quoi. Ce que je veux dire, c'est que si en fait le but de l'opération c'était uniquement de travailler la mythologie, ça serait quand même lourdingue, quoi. C'est ce que je veux dire. C'est que bon, on aurait des westerns un peu grossiers, quoi. Mais là, en fait, ce qui est formidable, c'est qu'il arrive à faire tenir ensemble les deux, quoi. C'est-à-dire, ce que je vous disais, à la fois le côté extrêmement vivant et le côté mythologique. Le personnage d'Henry Fonda, il y a... Bon, peut-être en parler tout de suite, après je sais pas, on reviendra sur différents trucs, mais il y a quand même chez lui, vous avez bien vu, quand il arrive au début du film, les gens ne savent pas qui il est, et dès que quelqu'un dit, ou quand lui dit je suis Wyatt Earp, les gens disent ah, Wyatt Earp, le marshal de Dodge City. Et en fait, même si on ne sait pas, à supposer qu'on ne connaisse pas nous la légende, on voit tout de suite qu'il porte ça avec lui en fait, et que l'impression en fait qui provoque quand il donne son nom, quand le père Clanton là, apprend que c'est Wyatt Earp, on voit son visage, du coup on mesure en fait le degré en fait de la légende, quoi, de l'aura du personnage. Et quand il intervient pour la première fois dans la ville, vous savez, quand il chasse l'Indien du saloon, la manière de filmer aussi est assez incroyable. Quand il sort, en fait, on voit d'abord son ombre géante sortir du saloon. Enfin, il y a quand même des choses comme ça où son aura le précède, quoi, entre guillemets, quoi. Mais ce qui est génial, c'est que vous avez ça, et en même temps, justement, cet épisode du saloon où il chasse l'Indien, en même temps, il y a des ruptures de ton tout à fait incroyables, parce que en fait, c'est drôle aussi, quoi. Quand il ouvre la fenêtre, il entend les femmes crier « Pardon, mesdemoiselles », et puis il passe, puis en fait, l'Indien, en gros, il lui donne un coup de pied aux fesses, et puis il le chasse. C'est pas très violent, quoi. Après, la question des Indiens, c'est autre chose, je veux dire, du fait que leur traitement, en fait, je veux dire, dans la communauté. Bon, en tout cas, l'épisode est traité sur un mode assez comique, comme à d'autres moments du film.
Et je voulais juste dire que ça fonctionne de pair, voilà, avec la dimension légendaire en fait du personnage, et je trouve que ça fonctionne très très bien, quoi. Après, juste pour revenir un tout petit peu sur parce qu'on parlait du paysage, de la composition, il y a quand même quelque chose je trouve d'incroyable aussi chez Ford, c'est que, enfin, je ne sais pas si vous avez ressenti ça, mais que le film est extrêmement beau, en fait. Je trouve qu'on est vraiment en admiration devant les images, la composition, et pourtant on n'a pas l'impression que c'est compliqué. Je sais pas si vous avez ressenti ça, mais on a un sentiment d'évidence et de simplicité. C'est-à-dire qu'on n'est pas devant un film qui roule des mécaniques, quoi, si vous voulez. On n'est pas chez Ridley Scott, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est les images, tout semble évident. C'est pas forcé. Et pourtant, quand on regarde, si vous prenez le film, vous faites des arrêts sur image, la composition est incroyablement subtile, en fait. Mais elle n'est pas prétentieuse, quoi, si vous voulez. Mais elle est assise, en fait, sur un art de la composition qui est très classique, d'ailleurs, mais qui est extrêmement poussé. Il y a cette anecdote, vous avez peut-être vu le dernier film de Spielberg, cette autobiographie où il raconte son enfance, comment il est devenu cinéaste en gros, et quand il raconte le moment où il a rencontré John Ford, ce qui est vraiment arrivé, et où John Ford lui dit tu veux une leçon de cinéma, bah tiens, regarde les tableaux là, tu vois, il y en a un à l'horizon, il est au milieu, c'est pas intéressant. Tu vois, quand l'horizon est en haut, c'est intéressant, et quand il est en bas, c'est intéressant. Et donc Spielberg il dit oui monsieur, j'ai bien compris, et en fait c'est une espèce de blague à la fin du film. Mais voilà, malgré le côté un peu rustre du personnage, qui pouvait être très très désagréable, pas sympa, en fait il savait très très bien ce qu'il faisait. Et le coup de l'horizon, si vous voulez, ça se vérifie tout à fait dans ces films, quoi. Après, c'est pas une formule magique, hein, c'est pas juste vous mettez l'horizon en bas et ça marche, mais c'est juste pour dire que voilà, il y a de la composition en fait, et c'est très 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 poussé. Ouais, voilà ce que je dirais là-dessus. Après, bon, on pourrait aller un peu sur le montage, mais c'est peut-être un peu compliqué en fait. Mais oui, pour continuer sur Wyatt Earp. Alors il y a un truc aussi, non, j'y reviendrai peut-être après, ou non, peut-être maintenant. Moi, il y a un truc surprenant aussi dans ce film, encore une fois, qui, en tant que western, si vous voulez, c'est pas, il n'y a pas de truc vraiment spectaculaire qui soit donné en fait dans la présentation du film, sauf en français, quand il dit la poursuite infernale, wow, ça va y aller et tout. En fait, non, il y en a une, elle dure 10 minutes, quoi. Enfin, oui, encore, quand il pourchasse Doc Holliday. Mais ce que je veux dire, c'est que le film commence avec ce truc très dramatique où le frère se fait assassiner. Donc Wyatt Earp saisit l'opportunité qu'on lui présente d'être shérif pour résoudre le meurtre. Et on se dit, c'est parti, il va y avoir une enquête. Pendant tout le film, il va essayer de choper les Clanton et tout. Et en fait, je ne sais pas si ça vous a surpris, mais en fait, les 3/4 du film, il ne se passe rien de ce côté-là. En fait, on passe les 3/4 du milieu du film finalement à suivre la vie dans la communauté, avec une sorte de pivot narratif autour de Doc Holliday. Hein. Mais en fait, le règlement de règlement de compte à Hockey Corral, justement, celui qu'on attend tous, il arrive vraiment j'ai pas calculé, mais les 10-15 dernières minutes. Hein, c'est quand même assez tardif. Et il est magnifique, hein, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que le cœur du film, en fait, au fond, c'est pas vraiment ça, quoi. Enfin, je vous en ai touché un mot en introduction, mais je pense que c'est vraiment le grand sujet de John Ford. C'est vraiment la constitution d'une communauté qui est représentative d'une certaine manière de la construction de l'Amérique. Enfin, c'est la question du peuple américain, quoi. Et par rapport à ça, il y a la question du héros, qui est donc là incarné par Wyatt Earp. Et quand je vous disais aussi que c'est très important d'avoir à l'esprit qu'il a incarné Lincoln, c'est qu'il y a quand même un écho, quoi, qui se ressent dans le film.
Et ce personnage de héros fordien est bien particulier. Parce que des communautés dans les westerns, il y en a. Si vous voulez ce genre de récit, il y en a. C'est pas le problème. Des shérifs, il y en a à l'appel, etc. Des règlements de compte, il y en a à l'appel. Mais la manière dont John Ford va le faire, eh ben, c'est bien particulier. Déjà sur Henry Fonda, je ne sais pas si vous avez vu beaucoup de films avec Henry Fonda. Est-ce que vous aviez vu Vers sa destinée? Vous connaissez ou... Ouais, alors je vous le recommande. C'est vraiment un film fabuleux. Alors, moi, si vous voulez, je vais commencer par là. Il y a un moment dans le film que j'adore et qui, pour moi, en fait, concentre une sorte de vérité en fait du personnage et qui ramasse un petit peu le film aussi. C'est ce moment magnifique où, je ne sais pas si vous vous souvenez, Chihuahua est furieuse, je crois, elle balance un seau de lait ou je ne sais pas quoi sur le visage de son frère et elle arrive pour voir Wyatt Earp qui est en train de se balancer sur sa chaise. Et lui, donc, il fait exprès de l'ignorer, et puis il se balance d'un pied sur l'autre contre la poutre. Alors, moi, je trouve que c'est un moment merveilleux, en fait, parce qu'il est totalement gratuit. Ça a été improvisé sur le tournage. John Ford, il a dit à Henry Fonda, ouais, t'as qu'à faire ça, tiens, on va voir si ça marche, et puis il l'a fait. Mais je pense qu'aucun autre acteur que Fonda aurait pu réussir une scène pareille. Et si vous voulez, là-dedans, moi, ce que je trouve très très beau, c'est que il y a le corps d'Henry Fonda, je vous disais, qui est quand même très particulier. C'est quand même un corps assez mince, comment dire, qui a une certaine élégance, quelque chose de simple, mais de très 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 beau quelque part, et qui a une certaine nonchalance aussi, et dans le film une sorte de retenue en fait dans la violence, qui est presque surnaturel. Je ne sais pas si ça vous a frappé, mais le film n'est pas très violent au fond, en termes de gunfight et tout ça, quoi. C'est quand même, s'il peut plutôt donner un coup de poing ou désarmer le type en face, il va le faire plutôt que de le tuer, quoi. Donc c'est un personnage qui est assez surprenant dans sa retenue, et puis qui a quelque chose, voilà, qui est presque surnaturel, ce qui irait un petit peu avec la légende, dans ce sens où il a, il se départit jamais d'un espèce de calme olympien, quelque chose de presque impossible, quoi, si vous voulez. Et voilà, je trouve ça assez admirable. Et sur le jeu, en fait, de balancement sur sa chaise, pour moi, ça renvoie un petit peu, d'une certaine manière, de façon métaphorique, hein, mais à ce que c'est que le héros fordien. Je pourrais dire ceci, en fait, c'est quelqu'un qui va être à la recherche d'un équilibre, en fait. C'est un peu littéral, désolé, mais moi je le vois comme ça. Enfin, c'est-à-dire que finalement, dans le film, Wyatt Earp, il se retrouve à être un petit peu le gardien de cette communauté, à garantir finalement sa cohésion, enfin, qui est pas, chez John Ford, c'est ça, c'est que le héros, il va être là pour faire en sorte que les éléments qui peuvent menacer la constitution, la cohésion de cette communauté soient écartés ou soient intégrés correctement. Et là, vous avez typiquement le père Clanton, en fait, qui lui est même géographiquement situé plutôt en dehors de la ville. Donc ça, c'est au niveau de la menace, en fait, c'est clairement séparé géographiquement. Mais l'autre menace, en fait, d'une certaine manière, ça va être Doc Holliday, qui lui est divisé en deux, quoi. Enfin, c'est un personnage, en fait, qui tantôt peut basculer du côté du mal, parce que le film est quand même, justement, et là-dessus, en fait, va un peu droit au but sur la notion de bien et de mal. Enfin, il dit les choses assez clairement. Et Doc Holliday, en fait, on sent qu'il est sur un point de bascule, un point limite, et on sent bien que le rôle de Wyatt Earp, c'est quand même d'essayer finalement de l'intégrer en conservant le bon côté, quoi, du personnage, côté positif. Y compris quand il s'enfuit, finalement, il va le récupérer, le ramener. Alors certes, c'est pour l'arrêter,
mais il y a quand même cette idée qu'on va le réintégrer dans la communauté, quoi. Il y a l'idée quand même qu'on peut le rattraper, on peut lui offrir la possibilité de se racheter, ce qu'il va faire d'ailleurs en essayant d'opérer un chihuahua, quoi. Mais donc c'est, si vous voulez, pour moi le cœur du film c'est ça, et il y a comme dans tous les grands films de John Ford, la constitution de cette communauté, elle a ses moments obligés. Il y a l'alcool évidemment, parce que là on est en plus dans un western, donc il y a le saloon, il y a la fameuse réplique Mac, t'as déjà été amoureux? Non, j'ai été barman toute ma vie. C'est quand même un truc génial. Mais en dehors de ça, il y a voilà, l'alcool qui est le truc masculin qui fédère, etc., qui fait rire aussi. Et puis il y a surtout la scène de danse qui est très très belle, quoi, avec la construction de l'église. Et ce pasteur qui envoie la messe en disant bon bah c'est pas interdit de danser, donc on commence par là. Enfin c'est génial. Et la manière dont la manière dont Wyatt Earp va inviter Clémentine à danser est vraiment géniale. Enfin moi j'adore ce truc parce qu'on voit sa tête à elle où elle observe discrètement les moindres gestes de son partenaire en se disant à quel moment il va me demander. Alors il commence par enlever le chapeau, je sais pas quoi, il met un truc dans la poche, après, ça avance, mais il y a 3-4 plans comme ça, et puis à un moment donné elle sourit parce qu'elle sait que c'est bon, il va demander, et je trouve ça très bah oui, c'est très pudique aussi dans la manière dont c'est montré, et c'est très très simple et très beau. Enfin c'est assez difficile de dire autre chose que ça en fait, que c'est très beau et très poétique et très émouvant en fait au fond, quoi. Donc oui, la question de cette communauté finalement elle est reliée à la question du héros, et d'ailleurs à la fin c'est une fin magnifique, avec Clémentine qui est qui est adossée donc à cette barrière, donc la barrière évidemment c'est la limite de la communauté si vous voulez symboliquement. La route qui part vers l'ouest de façon indéterminée en fait. Là on retourne dans une temporalité et une géographie qui reste floue, qui est celle de l'ouest légendaire, et je trouve très très beau voilà l'hésitation en fait finalement, et le héros oui, le héros lui en fait il repart comme il est venu, un peu d'un espace et d'un temps qui est totalement légendaire, quoi. Mais il est encore une fois, le héros en fait se tient toujours il est jamais en fait au milieu de la communauté, il est toujours en fait à une sorte de position d'interface ou de seuil, et c'est pas pour rien qu'il est toujours sur le porche, hein, d'ailleurs. Bon, après les shérifs étaient souvent à cet endroit-là, mais voilà, John Ford quand même quand on regarde tous ses films a toujours assigné cette place-là au héros en fait, c'est-à-dire quelqu'un qui d'ailleurs vient alors c'est comme Lincoln en fait, hein, c'est quelqu'un qui n'est jamais supérieur en fait au peuple, c'est-à-dire qu'il vient toujours du peuple, en l'occurrence de l'Amérique profonde, je ne sais plus d'où il parle, de quel endroit, j'ai oublié l'État, le Colorado, je ne sais plus où, mais des gens en fait qui connaissent le peuple, qui ne sont pas supérieurs, méprisants, etc., mais par contre doués d'une très très grande intelligence, et on la sent, je trouve, chez Wyatt Earp, une intelligence de comment les gens réagissent, comment ils interagissent, comment on fait pour les faire tenir ensemble, quoi. Et ça, il y a tout ça dans le personnage de Wyatt Earp, et on le retrouvera dans les héros fordiens successifs, quoi, à mon avis. Donc, bon voilà, ça fait déjà pas mal de choses à dire sur le film. Si, peut-être un mot sur... après, je sais pas, je vous passe la parole, parce que je vous disais, il y a toute cette dimension du western qui fabrique de la légende, etc. Et puis il y a les historiens qui sont penchés sur la réalité. Et je trouve ça assez intéressant sur le cas alors à la fois du film de Ford, puis de Wyatt Earp, parce que déjà d'une part, la ville Tombstone, si vous allez sur Google Maps, hein, vous regardez, c'est pas du tout à Monument Valley en fait, c'est beaucoup plus au sud. C'est-à-dire que c'est pas loin de la frontière mexicaine, ce que raconte le film, mais le décor c'est pas le même, quoi. Monument Valley c'est genre 800 km au-dessus,
Et c'est pas du tout la même chose. Et Tombstone, c'était une ville minière, en fait. C'est-à-dire que ça faisait partie de ces villes champignons qui poussaient, qui étaient liées à l'extraction d'argent, je crois d'ailleurs, à Tombstone. Là, on voit pas du tout ça. On n'a pas du tout l'impression qu'il y a une industrie minière, en fait. On voit qu'il y a du bétail, mais voilà. Donc ça, c'est une différence majeure avec la réalité historique. Bon, qui n'entame rien à la qualité du film, mais je trouve intéressant de le savoir, en fait, pour mesurer comment dire, la distance, voilà, entre la représentation hollywoodienne et la réalité. Et donc, oui, donc Tombstone, qui a peut-être eu 10 000 habitants pendant 10-15 ans, et puis après, à la fin du XIXe siècle, c'est retombé à la taille d'un village, quoi. Ça existe toujours, mais il y a quoi, 500-600 habitants, quelque chose comme ça, quoi. Et puis, alors, par rapport à ça, Wyatt Earp, pour le coup, qui a quand même cette aura légendaire de héros du règlement de compte, Coral, le marshal de Dodge City, apparemment, alors je ne suis pas un spécialiste, mais d'après ce que j'ai lu, c'était quand même possiblement un sacré filou, en fait. Et il a quand même... alors, son rôle de marshal, ou shérif en français, à Dodge City, apparemment, ça a consisté quand même à comment dire, mettre la main sur tout ce qui était, si vous voulez, jeu d'argent, maison close, enfin le lieu de prostitution, et si vous voulez, assurer la protection des gens en échange d'une rémunération, quoi. Donc en gros, il y avait un pourcentage sur le saloon, sur le casino, sur la maison close, etc. Donc pas quelque chose de... Enfin, moi je trouve que ça diminue un peu le prestige, quoi, du personnage. Apparemment, il joue au poker. Est-ce qu'il n'a pas triché quelquefois? On ne sait pas. En tout cas, c'est probablement comme ça qu'il a rencontré Doc Holliday. Bon, en tout cas, on comprend aussi mieux un peu la relation avec Doc Holliday, qui lui est plus ouvertement un personnage, voilà, qui est sanguin, qui est capable de cruauté, etc., qui a triché, qui a tué, etc. Et Wyatt Earp, bon, je ne sais pas s'il a assassiné des gens, mais en tout cas, il a fait pas mal de magouilles, semble-t-il. Bref, il n'a pas été, voilà, que le shérif de Tombstone. Et d'ailleurs, après, il va continuer sa vie, en fait, comment dire, en tenant des bars, des saloons. Il va retravailler aussi dans l'extraction minière. Il finira sa vie en Californie. Mais, et donc, ce qui est intéressant aussi, voilà, pour finir sur le côté historique, c'est que la réalité du règlement de compte à OK Corral, elle a été établie. En gros, ça ne s'est pas passé vraiment dans l'écurie OK Corral, ça s'est passé dans une petite rue adjacente. Ça a duré 1 minute. Et il y a eu quand même 2 morts du côté Clanton et 3 blessés du côté Earp. Mais ce n'est pas du tout, voilà, ce que raconte le film, j'avais noté. Et puis il y a eu une des suites, c'est-à-dire qu'il y a eu les Clanton ont contre-attaqué plus tard. Ils ont tué donc Morgan. Alors j'ai oublié les prénoms, hein, des frères, mais enfin ils sont pas morts dans cet ordre, quoi, en gros. Mais voilà, donc c'est assez intéressant parce que du coup, voilà, en gros, Earp a raconté un peu n'importe quoi. Il a construit sa propre légende. Mais par rapport à ces shérifs justement et le mode de fonctionnement, John Ford, sur la fin de sa carrière, vous le savez peut-être, à partir de La prisonnière du désert, il va quand même commencer, d'une certaine manière, à essayer de pas de réviser son jugement, mais il va donner, comment dire, une version plus dure, en fait, de l'histoire. Il va, dans La prisonnière du désert, en fait, il va montrer, par exemple, le racisme du personnage, le rapport aux Indiens. Plus tard dans Les Cheyennes, il va montrer ce que c'était que le martyre de ce peuple. Et puis, entre autres, dans Les Cheyennes, il y a un moment assez curieux où on retrouve, il y a un épisode, en fait, où on retrouve Wyatt Earp. Alors, je ne sais plus si c'est à Dodge City ou Tombstone, mais il est incarné par James Stewart. Et vraiment, il est en train de jouer aux cartes, et c'est un type pas sympa, quoi. Enfin, et puis dans un film précédent aussi, on voit un shérif qui est, je ne sais plus si c'est Les Deux Cavaliers, où on le voit installé dans sa petite ville comme ça, pareil sur le porche. Mais alors là, pour le coup, une espèce de pacha qui se fait servir, qui fait ses petits arrangements.
et qui prélève ces petits pourcentages, quoi, à droite à gauche, quoi. Mais par rapport, bon, ça peut paraître un peu anecdotique, mais ce qui est intéressant, si vous voyez les films suivants de John Ford, et notamment celui qu'il a fait juste après, ou presque juste après, c'est le massacre de Fort Apache, donc. Pourquoi c'est intéressant? Parce que dans ce film, on retrouve Henry Fonda, qui joue le rôle d'un colonel qui arrive dans un poste avancé dans l'Ouest, un peu paumé, en fait, en gros, il est placardisé. Et donc, c'est un type qui vient de l'Est, hyper orgueilleux, qui veut redorer son blason. Et son orgueil va l'emmener à faire, le pousser à faire beaucoup de bêtises et à pousser, en fait, à emmener sa cavalerie au massacre face aux Indiens. Donc c'est pas quelqu'un en fait de très admirable. Avec lui, il y a John Ford qui est son lieutenant, John Wayne pardon, qui est son lieutenant. Et à la fin du film, donc le massacre a lieu par la faute de ce colonel interprété par Henry Fonda. Il s'appelle le colonel Thursday. Et il y a des journalistes qui arrivent et qui disent on a entendu parler de ce massacre. Alors, colonel Thursday, quel courage, quel héroïsme, il s'est battu contre les Indiens. Bon, ok, il est mort, mais il a vraiment été exemplaire, etc. Et le personnage de John Wayne qui est là, et devant les journalistes, il sait ce qui s'est vraiment passé, qu'en fait, ça n'aurait jamais dû arriver, que le massacre n'aurait pas dû avoir lieu, que c'était vraiment une erreur tactique, militaire, et que c'était du pur orgueil, quoi, de la part de son supérieur. Et qu'est-ce qu'il dit aux journalistes? Il dit oui, vous avez raison, c'était un grand homme, et il y a un tableau là, qui est dans la pièce, il le regarde et dit oui, c'est un héros, vous pouvez, je confirme. Et en fait, il sait très bien qu'il est en train de mentir. Et ça, c'est une fin qui a choqué pas mal de gens à l'époque, et que John Ford va retravailler de manière beaucoup plus célèbre dans Liberty Valance, voilà, avec la formule que vous connaissez peut-être, qui conclut le film, qui est que quand la légende est plus belle que la réalité, on imprime la légende. Et si vous voulez, ça peut sembler choquant comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est que, si vous voulez, Ford nous montre la réalité de ce qui s'est passé. En l'occurrence, par exemple, dans Fort Apache, le vrai comportement du colonel, qui c'était vraiment, quelles sont les raisons qui l'ont poussé à se comporter comme ça, quelles sont ses erreurs, comment le massacre a été produit, etc. Mais à la fin, cette décision qu'il nous montre, qui vient transformer la réalité en légende, finalement, Ford nous dit elle est nécessaire, en fait. C'est un petit peu ça le commentaire qu'il fait. Mais là où c'est, si vous voulez, c'est pas quelque chose que je trouve condamnable pour ma part, c'est qu'il nous a montré la réalité. C'est-à-dire que s'il avait lui-même mis en scène les choses de façon, mythologisée, quoi, si vous voulez, s'il avait produit une version héroïsante du colonel Thursday, qui était un peu une sorte de Custer, quoi, si vous voulez, là ça aurait été problématique, parce que ça aurait été du pur mensonge mis en scène, ce que Hollywood savait faire, hein. Mais Ford nous montre la réalité, et ensuite il nous montre la nécessité pour la communauté américaine de se créer des héros, en fait, finalement, au prix de la vérité. Donc il nous laisse en fait avec ce constat un peu amer qu'il y a une nécessité de mentir sur la réalité historique, mais en même temps il nous dit c'est quand même bien de la connaître, je pense. Voilà, quoi. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Donc malheureusement je ne peux pas vous montrer tous les films de John Ford parce que c'est vraiment merveilleux, quoi. La trilogie de la cavalerie, allez-y, enfin, c'est superbe. Et puis évidemment La prisonnière du désert, je vais le passer d'ici quelques semaines. Après il y a des dizaines de films extraordinaires, quoi. Mais quand je vous dis c'est la Bible du cinéma américain, c'est que il y a aussi le fait que je connais pas de gens qui aiment pas John Ford, en fait. Vous avez pas aimé? Ah oui, ça c'est évidemment. Ouais, mais vous avez vu, il y a quand même des. Alors, je suis d'accord avec vous, mais il y a quand même des ruptures de ton. Moi, je trouve que justement, ce que je préfère, c'est le règlement de compte final est
très beau. Mais encore une fois, je l'échangerais volontiers contre la séquence de bal, quoi, enfin de danse, qui est magnifique, mais qui est d'une simplicité. Enfin, je sais pas. Et c'est pareil. Enfin, comment dire oui, la scène où il est sur la tombe de son frère. Enfin, des choses en fait très très simples dont on se souvient. Et c'est vrai peut-être que le film n'est pas, comment dire, peut-être pas aussi grand que La prisonnière du désert, mais justement, je trouvais ça intéressant de le montrer parce qu'il a pour moi, il a une poésie, une beauté, une simplicité en fait qui est un petit peu en équilibre justement avant que John Ford se lance dans des films sur la cavalerie qui sont vraiment dédiés, voilà, aux militaires, quoi, qui sont fabuleux. Mais oui. Alors moi, c'est pas mon Ford préféré. Je préfère Liberty Valance ou je sais pas, ou deux autres. Mais je suis content de l'avoir. J'avais jamais vu sur grand écran déjà, donc forcément c'est différent. Et c'est vrai qu'il date de 46, c'est ça ? Et je trouve que l'image est vraiment magnifique, quoi. Et le fait que ce soit en noir et blanc, ça permet évidemment de beaucoup plus jouer sur ce qu'aime bien Ford, c'est-à-dire l'ombre ou la lumière, là, qu'on voyait vachement dans Lincoln aussi, qu'on voit aussi d'une autre manière, mais en couleur dans La prisonnière de désert, avec la fameuse scène avec John Wayne là, qui franchit et qui défranchit la porte. Le seuil, c'est ce que je vous disais sur le seuil. Tout à fait, de toute façon, on est dedans. Ouais. Et ça, je trouve ça joli. Et il y a un autre truc que je me disais en regardant le film, par rapport à ce que tu disais aussi. Il y a un truc qui me frappe quand il intègre la communauté, finalement. Et que, alors, je ne sais plus si c'est juste avant ou après qu'il prenne le poste de shérif, mais en tout cas il y a une question qu'il pose pour savoir comment fonctionne la ville, et il a dit qui s'occupe du bétail, donc on lui dit c'est les Clanton, et qui s'occupe du jeu. Et donc en fait c'est rigolo parce qu'on voit bien qu'en fait toute la scène montre qu'en fait la communauté en fait c'est le saloon, c'est là que ça se passe. Et en fait il y a le bétail, il y a le jeu, et si on voit bien un peu ce que sont les Clanton et ce qu'est Doc Holliday, avec ce côté sombre entre les deux, en fait, finalement, on a l'impression que le bétail, c'est ce qui ramène le pognon, en fait. C'est une image de l'argent qui passe, et le jeu, en fait, c'est la manière de le redistribuer. Oui, sauf que moi, ce que je trouve, ce qui manque au film, justement, enfin, bon, après... je trouve que la dimension économique est totalement évacuée. C'est-à-dire que même le bétail, en fait, on le voit pas. D'ailleurs, il est volé tout de suite au début. Et en fait, l'argent sort de nulle part dans le film. Alors que ce que je vous disais, effectivement, Tombstone, à la base, c'était une ville où il y avait d'une part l'industrie minière, qui était d'ailleurs historiquement, apparemment, plutôt le côté duquel se tenait Wyatt Earp, et le côté élevage, qui était plutôt le côté Clanton. Et apparemment les deux clans, enfin les deux, si vous voulez, sources de revenus, d'exploitation, se faisaient un peu la guerre. Donc voilà, est-ce que le règlement de compte, est-ce qu'il n'y avait pas des histoires d'argent, mais en tout cas ici, je veux dire, Ford, pour ce qui est de l'argent, ou en tout cas du déterminisme économique, il a fait des films dessus. Enfin, je veux dire, de toute façon, Les raisins de la colère, et puis même Quel était l'art de ma vallée, il n'y a que ça, quoi. Et il sait très bien le faire. Donc là, s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il voulait parler d'autre chose, je pense. Mais c'est vrai que le fait de supprimer ça tire aussi le film vers le versant mythologique, quoi, le côté justement l'Ouest. Mais non, mais on va pas parler des choses trop terre à terre, quoi. Je veux dire que voilà, les pèlerins sont là, ils construisent une église, ils ont pris du bois, on ne sait même pas où ils l'ont pris, parce qu'il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien, quoi. Ils ont dû aller vachement loin. Non, mais je veux dire, Monument Valley, c'est un endroit où personne n'a habité, les gens y traversaient à peine, quoi. Si c'est juste, on va pas aller là, il n'y a rien. C'est ça qui est génial, en fait. Ouais, je suis d'accord, mais du coup, c'est le fait, tu as raison, de mettre ça de côté, en résumant, je te dis, le bétail, c'est le pognon, et puis après, on le fait distribuer pour faire tourner la ville, quoi. Du coup, ça met plus en lumière, je trouve, le côté très
alors pas manichéen, mais vraiment très dual, quoi. C'est-à-dire que déjà, il y a les 4 frères Earp, il y a les 4 frères Clanton en face, les bons, les méchants. Ouais. Et ce que tu dis sur le vrai White Earp, qui n'était pas si net que ça, moi je le vois autrement. C'est-à-dire que finalement, on peut se dire que White Earp et Doc Holliday, c'est le même en fait. Doc Holliday, c'est la face sombre, et White Earp, c'est le bon côté du truc. Avec leur relation entre deux qui est vachement étonnante en fait. Hein. Et en fait, j'ai l'impression qu'il parle quand même un peu de ça. Après, la question de la place du héros, etc., c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, finalement, entre la face sombre et la face plus clean de White Earp, il vaut mieux parler de White Earp quand même. Celui-là, en tout cas. Oui. De toute façon, oui. Puis chez John Ford, faudra quand même, attendre, je pense, La prisonnière du désert pour qu'il y ait un personnage, Nathan, Ethan, je sais plus le nom, enfin John Wayne en fait, qui est pour le coup extrêmement problématique. Mais là, pour moi, oui, Wyatt Earp, là, il y a quelque chose de presque surnaturel justement dans le fait qu'il y ait le mal ne l'habite pas du tout, quoi. Mais par contre, alors oui, je pense que le film joue avec cette dualité, et d'ailleurs, ça se répercute dans pas mal de choses. Esthétiquement, entre les femmes, et puis oui, parce que esthétiquement il y a ce côté un peu expressionniste, voilà, qui est peut-être un peu binaire, mais en tout cas oui, la question des femmes avec une espèce d'opposition vierge putain, quoi, en fait, parce que Washiwa, en fait, c'est une prostituée, au fond, c'est pas dit comme ça, mais c'est ce qu'elle est en fait. Alors ouais, et ça et par rapport aux femmes, c'est vrai que c'est un peu dur quand même sur Chihuahua, je trouve. Pas hyper sympa, parce que on a l'impression que voilà, le moment où elle semble vraiment s'humaniser, c'est le moment où elle meurt, quoi. Enfin, c'est quand même ça, c'est un peu dur. Après, c'est vrai que John Ford, il a été accusé quand même, enfin, d'une certaine dose de misogynie quand même. Après, c'est compliqué parce que dans la communauté, en fait, la cellule familiale, c'est toujours le truc élémentaire chez lui, qui fait l'espèce de cellule de base qui fait tout tenir, en fait, mais d'une façon extrêmement traditionnelle, hein, avec une place très déterminée, très traditionnelle pour la femme, le foyer, les enfants, etc. Et puis l'homme qui va aller chercher du travail, de l'argent, etc., ou faire des actions, mais poussé par sa femme. Par contre, alors ça, c'est évident qu'avec le regard actuel, on trouve ça, on peut trouver ça un peu réac ou ce qu'on veut, mais ce que je voudrais juste ajouter par rapport à ça, c'est que, alors on sort un peu du cadre de ce film, mais que les femmes chez John Ford sont quand même jamais soumises, quoi. Et ça, c'est quand même un truc qui est assez fort. J'ai jamais vu un film, voilà, où on a une représentation justement de la cellule familiale, où la femme a certes une place très déterminée, et l'homme aussi, mais il n'y a pas du tout en fait de schéma de soumission à l'homme. C'est même l'inverse en général. Il me semble que la femme est souvent là justement pour pousser le mari à bien se comporter, ou alors lui faire la leçon, etc., lui dire ce qu'il doit faire. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, et jamais l'inverse, quoi. Enfin, en tout cas, j'ai pas d'exemple en tête, quoi. Mais ici, on est sur. C'est pour ça que je voulais commencer par ce western aussi, parce que il a cette dimension, qui est aussi très très classique, qui le fait appartenir à une forme de classicisme dans lequel, voilà, c'était quand même l'histoire du shérif Wyatt Earp, du règlement de compte, et en même temps, au passage, il y a quand même la touche John Ford qui prend de la place quand même, qui prend, pour moi, les 3/4 du film, quoi. C'est-à-dire, c'est ce qui fait, pour moi, toute sa beauté, quoi. Et il y a 2 autres trucs aussi, c'est assez amusant le personnage de l'homme de théâtre. Ouais. Et d'ailleurs, avec une histoire un peu bizarre, parce qu'en fait, à un moment donné, il ne sait plus trop où est sa scène à lui. C'est-à-dire qu'il est, au lieu d'être au théâtre, il joue devant les Clanton. Et là, qu'on voit bien qu'en fait, il y a une forme le duel se joue déjà là. C'est-à-dire qu'en fait, la question, c'est quoi la centralité? C'est chez les Clanton,
où c'est au sein de la communauté qui, là, du coup, s'était déplacé du saloon au théâtre. Et du coup, en fait, avec l'acteur, il nous dit, en fait, tout ça, c'est vraiment du théâtre, quoi. Et l'autre truc qui va dans ce sens-là aussi, c'est par rapport à cette histoire de communauté au milieu de nulle part, où effectivement, il y a des gens qui arrivent, et tous les déplacements qui se font, en fait, entre Clémentine qui arrive, entre les frères Earp qui arrivent, qui repartent, et les Clanton qui n'arrivent pas de faire des allers-retours, finalement. Et en fait, tous les déplacements autour de ceux qui vivent là, c'est soit parce qu'ils ont de bonnes raisons de le faire, parce que pour retourner voir son père qui est très triste, pour venir ici, pour apporter de l'argent dans la famille, et Clémentine pour à la fois essayer de sauver Doc Holliday ou évangéliser en étant institutrice, ou inversement pour fuir, en fait. Et c'est le cas de Doc Holliday qui se barre tout le temps, et notamment quand il se barre avec la caisse qu'on peut imaginer être en fait la caisse des Clanton qui va planquer ailleurs. Enfin, donc il y a ça, en fait, et tout le mouvement autour d'une scène de théâtre, en fait. Oui, moi je dirais qu'il y a une forme d'abstraction, quoi. C'est-à-dire que justement Monument Valley est là pour assurer l'abstraction de cette scène, comme tu dis, de théâtre qui est la ville, ouais, effectivement. Mais après c'est je veux dire, ça c'est la beauté du western aussi, hein, c'est de raconter des histoires qui n'ont pas forcément, en fait, de fondements historiques réels, enfin, en tout cas pour ce qui est du western classique de cette époque. Je parle pas ensuite du western plus tardif, italien, ou même du nouvel Hollywood, quoi, qui va être beaucoup plus dans le réexamen de ce qui s'est vraiment passé, enfin ce qu'on a appelé le western révisionniste, quoi. Mais là, voilà, je trouve qu'il y a une beauté, en fait, dans la fabrication de cette légende, en fait, qui est encore relativement naïve, peut-être, on peut dire, puisque dans cette approche du bien et du mal, peut-être. Mais quand même qui contient je trouve cette bienveillance de John Ford, qui finalement, oui, voilà, je finirai là-dessus, c'est qu'il y a rarement chez John Ford des personnages irrattrapables, quoi. Et justement, je me disais, le père Clanton, il est quand même horrible, mais quand même, moi, vous savez, il y a ce moment, en fait, où il est chez lui avec ses deux fils, et il y a le troisième qui arrive, qui vient d'être tué, et donc il y a le frère Earp qui débarque, et il lui tire dans le dos. Et en fait, c'est lâche, c'est tout ce que vous voulez. Mais je me dis, oui, c'est quand même lui aussi, il a sa famille, lui aussi, il a sa douleur, etc. Et je trouve finalement que ça, Ford réussit quand même à le faire passer, il me semble, que ce type n'est pas totalement un salaud, quoi. Même si à la fin, évidemment, il se retourne, il essaie une dernière fois, il fasse un geste de traître. Mais il y a ce truc où, et de toute façon, il y a aussi cette représentation d'une famille autour des Clanton qui est d'une certaine façon dysfonctionnelle. Pourquoi ? Parce que la mère n'est pas là, je pense, à mon avis. Donc, voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, on n'a qu'à finir là-dessus. Prochain film, ça sera Anthony Mann. Je suis un aventurier, donc The Far Country avec James Stewart, film de 54. Alors Anthony Mann, je sais pas si vous avez vu ses films, mais il a fait 4-5 films avec James Stewart qui sont absolument magnifiques. Il a réussi à filmer la nature et ce qu'on appelait le wilderness, quoi, d'une façon tout à fait extraordinaire. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira et que vous suivrez le cycle. Merci beaucoup et bonne soirée.